sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver notre invité, Philippe Miller. Bonjour Philippe. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, journaliste pour le site internet Warning Trading. Qu'est-ce que c'est Warning Trading? Warning Trading, c'est un site qui est né il y a une petite dizaine d'années pour venir en aide aux victimes d'arnaques au trading. Moi, je l'avais découvert et j'avais rencontré son patron à ce moment-là parce que j'enquêtais sur les arnaques au trading pour Envoyé spécial sur la 2 et je découvrais le monde des arnaques en général et je suis resté en contact avec son patron qui avait un point de vue passionnant sur ce monde-là et évidemment moi j'étais en recherche de nouveaux sujets, d'être au courant des nouveautés, des nouvelles arnaques. Et donc on est resté en contact, on est devenus amis et lui il s'est séparé de l'activité aide aux victimes, il a voulu le transformer en site de presse professionnel et il m'a proposé de le rejoindre. Et il vous a proposé de le rejoindre. Philippe, on parle beaucoup, on a une émission, une bimensuelle qui est dédiée aux crypto-monnaies. On a vu dernièrement que le régulateur britannique souhaite placer les cryptoactifs sous le régime des jeux d'argent. Est-ce qu'on peut transposer ce trouble psychologique en quelque sorte au trading et plus particulièrement aux traders de produits à fort effet de levier? Complètement. En fait, ce qui se passe du côté anglais, s'est passé en France. Il y a eu des discussions aussi, il y a eu des réflexions de ce côté-là pour savoir si le trading, on devait le considérer comme un jeu d'argent ou pas. Alors, c'est la commission du Trésor qui a proposé ça, mais c'est simplement parce qu'on a oublié qu'il n'y a pas de différence a priori entre spéculation boursière et jeu d'argent. Et d'ailleurs, il y a un interdit sur les jeux d'argent depuis toujours, qui remonte à très loin. Le Code civil ne permet pas d'action en paiement d'un pari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on se fasse des paris d'amis. Je perds, si je suis bon joueur, je vous paye, mais je ne peux pas aller devant les tribunaux. Donc il y a une tolérance, mais on n'a pas le droit d'aller devant les tribunaux pour le paiement d'une dette de jeu. Et au 19e siècle, quand la révolution industrielle est arrivée, qu'on a eu un besoin de capitaux, il y a des investisseurs, des spéculateurs qui, sur le fondement de cet article du Code civil, ont dit « Ah ben moi, non, je ne paye pas, je ne peux pas payer. » Et ça a lancé un débat sur spéculation boursière, jeu d'argent et investissement en capitaux. Et le législateur en France a détaché la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent, parce qu'il fallait une sécurité pour l'investissement. Et ça, on l'a complètement oublié, et sous l'effet des nouvelles technologies, d'Internet, qui fait que du coup, il y a des plateformes de trading qui apparaissent et qui s'adressent à des particuliers, on redécouvre en fait que la spéculation boursière et le jeu d'argent, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence de nature entre les deux. Ok, il n'y a pas de différence de nature, et du coup, par la force des choses, ce qu'on comprend derrière, en fait, en réalité, c'est que c'est une forme de lutte contre l'addiction, en fait. Finalement, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que plus on perd, plus on a envie de se rattraper, en fait, par la force des choses. Et du coup, c'est peut-être là-dessus que jouent certains acteurs du trading en ligne. Sachant que c'est la même chose, il y a des gens qui ont bien compris que si je vends du jeu d'argent, mais que je le présente comme investissement financier, alors c'est génial. Parce que les gens, ils vont pas se rendre compte que j'appuie sur leur levier d'addiction et je vais pouvoir les faire mettre toujours plus d'argent. Et puis aller encore plus loin parce que ces sites sont quand même dans une économie mafieuse ou semi-mafieuse, donc je peux les pousser au crime, leur dire qu'ils vont se refaire, leur donner tout de suite un bonus extraordinaire, parce que ça c'est un levier de l'addiction, c'est-à-dire que si je gagne tout de suite, j'ai une sensation euphorique, et donc je vais toujours avoir ça en tête et vouloir... la dopamine. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de... moi je comprends très bien que le législateur britannique se pose la question, et d'ailleurs dans sa motivation, ce qu'il explique, c'est que s'il se pose la question, c'est parce que c'est très spéculatif, il n'y a pas de valeur intrinsèque, c'est pas comme l'or, donc comme c'est très spéculatif, il y a une problématique d'addiction, parce que ce qui permet de mesurer la toxicité d'un produit, c'est ce qu'on appelle le taux de retour. Et l'effet de levier, c'est justement le taux la possibilité de gagner énormément sur un investissement, donc d'appuyer sur les leviers psychologiques de l'addiction. C'est extrêmement passionnant ce que vous me dites. En préparant cette émission, j'ai essayé d'essayer de trouver quelle était la probabilité des gains au jeu d'argent. L'INSEE l'a publié, certains sites l'a publié, c'était d'environ 15%. La probabilité de retour sur investissement est de 15%. Est-ce que c'est le même ratio pour le trading selon vous? Alors, dans le cas des jeux d'argent légaux, c'est ça, ils sont très réglementés, donc ça, ce chiffre-là, il est déterminé par plein de choses, mais en grande partie par la loi qui réglemente énormément les jeux d'argent. Du côté du trading, en fait, on arrive à peu près aux mêmes choses. Pourquoi? Alors, ça a été déterminé par une étude très très sérieuse, publiée par l'AMF, je crois, en 2014, qui a pu démontrer qu'elle est fondée sur des données qui sont fournies par des courtiers, c'est-à-dire des sites de trading dont les clients sont des particuliers et qui sont régulés, c'est-à-dire installés dans l'Union européenne et qui disposent d'une licence d'exercice attribuée
par un pays membre de l'Union européenne. Mais qui sont passifs, juste pour rebondir sur ce que vous nous disiez avant, ne sont pas des conseillers en investissement financier, sont vraiment... Eh ben non, alors justement, mais non, c'est censé être des intermédiaires de marché. Mais le pouce au crime est tellement fort que... Bon, mais effectivement, c'est un sujet. Revenons-y après. Mais en tout cas, cette étude, elle démontre deux choses très intéressantes. C'est que 90% des traders particuliers en herbe perdent leur argent. 90%. Et en moyenne, combien est-ce qu'on sait ça ? Le montant, je crois que c'est 20 000, je vous dis ça. Oui, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. C'est une moyenne. C'est gigantesque. Et l'autre enseignement de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'apprentissage. C'est-à-dire que je n'apprends pas de mes erreurs, en fait. Je retombe dans les mêmes... C'est de l'addiction pure, en fait. Exactement. Ben voilà, c'est ça, exactement. C'est hyper passionnant. Donc vous me dites qu'à 90%, les clients de ces plateformes sont perdants. Pour cette étude, c'est CFD et Forex. CFD et Forex. Donc et c'est pas une coïncidence parce que CFD et Forex, c'est un marché décentralisé, donc les sites de trading peuvent parier contre leurs propres c'est ça, clients. C'est leur modèle économique en fait en réalité. Et c'est du casino, c'est-à-dire que donc s'ils parient contre des gens dont ils savent qu'ils perdent 9 fois sur 10, ils peuvent récupérer les pertes. Et puis dans des volumes extrêmement importants. Donc ce qu'on comprend, c'est que d'une part, on a une faible probabilité de gagner sur le trading en ligne. Il y a une iniquité terrible, comme vous venez de nous l'expliquer, entre les plateformes qui à 90% sont gagnantes. Et l'apprentissage ne fonctionne pas. Et l'apprentissage ne fonctionne pas. Du coup, quand on a affairé quelqu'un, on l'a affairé pour de bon. Est-ce que donc c'est la même chose pour les activités trading. Vous nous dites très clairement que l'addiction, l'iniquité des jeux et la faible probabilité de gain, on peut la transposer au trading. Du coup, dans vos articles, excellent article qu'on retrouve sur One Inc Trading, spécialement, alors vous êtes actuellement en procès contre une personne, et quand vous parlez de ce dossier, vous parlez de machine à fantasmes. Pourquoi est-ce qu'on parle de machine à fantasmes ? Est-ce que ça fait partie de l'addiction justement, ces personnages-là quasi dieuifiés, panthéonifiés, est-ce que ça fait partie du marché en fait? Pour une raison simple, c'est qu'en fait on a tous l'idée qu'il y a des gens qui sont traders et qui en quelques clics sont très malins et vont générer des fortunes considérables. Le loup de Wall Street, John Belfort, Jérôme Kerviel, à son corps défendant aussi, mais quelque part c'est une idée qui est ancrée dans nos esprits. Alors c'est une mythologie contemporaine, la littérature, le cinéma, etc. Et pourtant, quand on se plonge dedans et qu'on regarde, mais donc est-ce que c'est possible, est-ce que ça marche ? Et c'est que non, en fait, ces gens-là, c'est rarissime, c'est ultra minoritaire, et que la plupart des gens qui se présentent comme je suis trader professionnel, je gagne beaucoup d'argent, ne vivent pas de leurs gains au trading. Mais vivent de quoi alors ? En l'occurrence, parce qu'ils sont nombreux de toute façon. Tout à fait. Non, mais en l'occurrence, ceux dont on parle, parce que c'est ceux qu'on voit à la télé, ils visent des formations au trading. C'est-à-dire, j'ai une martingale et je vais vous l'apprendre. Et grâce à mes cours, je vais vous apprendre à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, comme je le gagne. Ça peut être sous-entendu, c'est toujours subtil. Mais on s'appuie sur ce discours, sur cette mythologie contemporaine, pour amener les gens à se fourvoyer là-dedans, parce que voilà. C'est ça, c'est le fantasme cathodique en fait. À partir du moment où ils sont démontrés comme experts, par la force des choses, les personnes qui sont un peu plus sensibles que les autres, ont tendance à vite vouloir les rencontrer. Mais le trading, c'est devenu tellement familier que j'allume la télé, une chaîne d'infos en continu, j'ai un trader qui m'explique. Il y a le bandeau, de toute façon, en dessous de la bourse, etc. Il y a pas longtemps, je lisais un article qui disait que l'offre de trading allait devenir un service bancaire de base comme les autres. Quelque part, c'est acquis, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et on se garde bien d'aller vérifier. Il y a tout un fantasme, comme vous dites, tout un mythe autour du trader. C'est le mec qui gagne plein d'argent, qui roule dans des voitures de sport et qui passe ses vacances dans les Caraïbes. Je fais mon sociologue de bas étage, mais voilà, la culture bling-bling, le luxe, la marque de luxe, le signe extérieur de richesse, c'est nos mythes contemporains, ça rejoint un peu ce monde-là. Et d'ailleurs, si les influenceurs sont à Dubaï et qui se prennent en photo dans des jets, et que souvent ils sont apporteurs d'affaires pour des sites de trading, CQFD, c'est pas une coïncidence. Non mais complètement. Écoutez, bravo CQFD, exactement. Ce qu'il fallait démontrer. On parlait de CIF tout à l'heure. Ces acteurs-là dont on parle, ils sont CIF ou pas, du coup, pas à force des choses? En théorie, non. Un intermédiaire de marché peut pas être un conseiller en finance, sinon il y a un puissant conflit d'intérêts entre les deux. Et si on fait l'historique de toutes les
arnaques, toutes les escroqueries, très souvent, ce qu'on a, c'est juste un mélange d'argent entre justement l'intermédiaire et le conseiller. Si je suis rémunéré sur votre volume de trade, le problème, c'est que je suis incité à vous donner des conseils. Voilà, exactement. Trade, du coup, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les arnaques au trading. Alors, ça fait penser aux dealers un peu d'une certaine façon. Bien sûr, c'est ça. Exactement, c'est les mêmes ressorts au fond. C'est ça. C'est dingue. Du coup, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui gravitent, qui sont, je dirais, des spécialistes de l'analyse comportementale et de la psychologie des investisseurs. Finalement, à quoi ça sert? Est-ce que c'est parce que justement, quand on parle de psychologie des investisseurs, c'est parce qu'il y a un biais cognitif dans lequel ils rentrent et pas à force des choses, ils savent que 90%, ils ont ferré quelqu'un qui est intéressant. Alors, moi, personnellement, de là où je suis, je vois ça comme juste un chapitre supplémentaire d'un discours marketing qui est destiné à dire... ces gens-là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils récupèrent toujours... Cette étude qui montre que 90% des gens perdants, ils vont s'en servir en disant, justement, avec moi, ça va être différent, parce que moi, je vais vous apprendre la psychologie ou comment garder la tête sur les épaules et rester froid par rapport aux évolutions du marché. Mais moi, je vois pas ça comme quelque chose qui va faire la différence et qui va faire que cette loi des 90% de perdants va changer. Non. Mais non. Au contraire, c'est juste pour c'est un levier marketing, comme vous dites. C'est un levier marketing, et c'est pour des gens qui sont des apporteurs d'affaires ou des profs de trading, juste une manière de se différencier des autres. Très clair, je comprends. Du coup, il n'y a pas de raison en fait que ces 90%, cette loi des 90% elle est complètement immuable. C'est malheureux, mais pour l'instant, surtout si ça vient des plateformes en plus, c'est des chiffres qui communiquent eux-mêmes. Ok, je comprends. On va revenir, si vous le voulez bien, sur le classement 2023 des meilleures plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez? En premier, on a XTB, Avatrade en deuxième, eToro en troisième. Est-ce que ce sont des plateformes que vous avez déjà étudiées, analysées, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles rentreraient dans le cadre d'une éventuelle liste noire qu'il existerait des brokers? Alors, déjà, ce classement... il est édité par un site en particulier, donc c'est lui qui prend l'initiative de faire son classement. C'est le journal du droit du net. C'est Droit du net, voilà. Donc qui est Droit du net? Je sais, pourquoi il fait ce classement? Je veux dire, c'est pas, le classement ATP en tennis, on sait, c'est la fédération internationale, c'est clair. Mais là, ce site-là, pourquoi il fait ça? Je vais vous expliquer. Dans tout classement des meilleures plateformes, et il y en a plein sur le net, là on le voit, vous avez toujours à côté du classement un lien qui va vers la plateforme. Et là, voilà, ouais. XTB, Avatrade, eToro, visitez XTB, voilà. Et vous allez voir sur la vidéo qu'on va cliquer dessus et on va avoir l'explication. On va voir pourquoi c'est XTB est premier. Vous voyez dans l'URL, on voit dans l'URL que vous n'êtes pas sur le site normal d'XTB. Vous avez ensuite plein de caractères et vous avez des mots comme campagne, commission, source, etc. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que ça nous indique? C'est ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, mais c'est un lien qui permet à XTB de savoir d'où vous venez quand vous visitez le site. Donc si vous ouvrez un compte chez XTB sait que ça vient de Droit du net. Donc il rémunère Droit du net. Il rémunère Droit du net. Mais comment il rémunère Droit du net? Parce que alors, sur Internet, il y a plein de façons de rémunérer. On peut être rémunéré au nombre de vues, on peut être rémunéré au nombre de clics. Et dans le domaine du trading, c'est là où les commissions sont les plus importantes. Parce que si vous ouvrez un compte de trading, vous êtes un client qui a une énorme valeur et potentiellement, si vous investissez des milliers d'euros, qu'en plus vous les perdez, qui sont récupérés, c'est là où on trouve donc du coup des liens d'affiliation dans lesquels ça va jusqu'à un partage des pertes des clients. Alors, je ne dis pas dans le cas d'XTB Droit du net, je ne sais pas quel est le deal ils ont trouvé. Okay. Mais c'est dans cette partie du net que vous trouvez les liens d'affiliation les plus rémunérateurs et qui sont proches de ce que vous trouvez dans le porno, dans ce milieu-là, dans les jeux d'argent. Dans les jeux d'argent. Ouais. Et c'est-à-dire que si moi je fais de la pub pour des jeux d'argent et que j'ai un deal avec casino, je sais pas quoi.com, je vais avoir un deal hyper fructueux pour moi. Et c'est pareil pour ces liens-là. Et donc vous avez l'explication. Pourquoi XTB premier? Pourquoi XTB premier, parce que c'est probablement XTB qui rémunère le mieux. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est dingue. Ouais, après, c'est propre. Comme vous le dites, c'est pas propre aux produits à fort effet de levier. C'est probablement une technique marketing qui peut être appliquée à d'autres secteurs d'activité. Non, mais la rémunération, la façon de se rémunérer par la pub sur Internet. Mais par contre, ce que vous nous dites là, vous nous alertez, c'est que ce classement, en fait, il est basé sur rien. Il n'est pas basé sur les performances des utilisateurs. Non. Il est basé juste sur une rémunération sur. Droit du net va peut-être m'attaquer pour diffamation, mais là, franchement, j'espère pas. J'espère pas. Mais en tout cas, et ces pubs-là, on
c'est les pubs les plus... Bon, parce qu'en plus, c'est de la pub, mais il n'y a pas marqué nulle part pub. Mais d'ailleurs, c'est les pubs les plus trash, quoi, les moins honnêtes, entre guillemets. Ce sont les moins honnêtes. Alors, il y a eToro qui est classé 3e. Alors, c'est intéressant, eToro, parce que finalement, d'où vient son patron? De quel secteur? Où il travaillait avant, le patron d'eToro? Dans les jeux d'argent en ligne. Oui. Et alors, justement, en fait, cette industrie du trading en ligne, elle est très lié à l'industrie des jeux d'argent en ligne. Parce qu'en fait, donc il y a un effet d'expérience. C'est ces gens-là qui ont compris, en fait, putain, mais donc on peut proposer du trading à des particuliers, banco, on y va, quoi. Les fameuses options binaires qui sont interdites maintenant, qui sont interdites aux États-Unis depuis très longtemps, sont un produit qui existe depuis longtemps, mais qui a été packagé par l'industrie du jeu d'argent et qui a compris que c'est un produit toxique, c'est un jeu d'argent qui est destiné à appuyer sur les leviers de l'addiction. Les leviers de l'addiction des consommateurs. Donc c'est pas un hasard en fait. Après ils ont un copy portfolio, enfin non c'est pas les copy portfolio, c'est en fait des répliques de conseils de traders. Ouais, eToro, ouais. Donc le modèle est plutôt pas mal quand même en réalité, c'est vrai, mais après derrière vous dites que Non mais fondamentalement c'est bien, mais il y a des liens très forts entre l'industrie des jeux d'argent en ligne, qui est illégale en France. En France, les jeux d'argent sont interdits, les jeux d'argent en ligne sont interdits, les paris sportifs sont légaux. Il n'y a que les casinos qui sont légaux. Mais cette industrie des jeux d'argent a compris qu'il y avait un truc à jouer, et elle a eu raison, parce que ça a explosé. Et puisque ça cartonne, est-ce qu'il existe une liste noire des plateformes en France? Alors, le problème, c'est que si on se demande s'il y a une liste noire, c'est déjà que si on en est à faire des listes noires, c'est que déjà on n'arrive pas à faire le ménage. Enfin, je veux dire par là que une boîte qui va se retrouver sur liste noire, c'est une boîte qui est a priori illégale. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve sur les listes noires, essentiellement de l'AMF et de la CPR, c'est des boîtes qui sont même pas régulées, c'est-à-dire qu'elles vont être aux Seychelles, aux Bermudes, à Maurice. Et donc c'est des boîtes qui en fait, elles se créent pendant quelques semaines, quelques mois, elles ont une durée de vie très courte. Et elles servent juste à élaborer un scénario d'arnaque. C'est quasiment du faux virement, de l'escroquerie au faux virement international. Parce qu'une fois que vous avez viré, on ne se casse pas la tête à vous faire croire, mais si, voilà. Donc sur les listes noires, on trouve essentiellement ces boîtes-là. Les boîtes qui sont régulées, c'est-à-dire dans l'Union européenne, essentiellement à Chypre, elles se retrouvent très rarement sur les listes noires. Pourquoi? Parce que c'est l'Union européenne, donc on est censé faire confiance à Chypre pour ne pas faire le ménage. Chypre, Malte. Et on est un peu pris... Chypre, de ce domaine-là, c'est un passager clandestin dans l'Union européenne, il ne joue pas le jeu. Enfin, c'est un moins 10 ans légal, et la SAISEC est le gendarme financier... Il sanctionne de temps en temps, mais vraiment des montants ridicules par rapport au volume, aux montants qui sont escroqués. Et parce que sur le site de Warning Trading, on a l'impression que quasiment une fois par semaine, vous débusquez une plateforme que vous considérez comme suspecte. Ah ben non mais parce que c'est impressionnant, j'y suis allé, j'ai déroulé, il y en a des centaines. Non mais il faut comprendre que l'escroquerie en bande organisée, alors il n'y a pas que du trading, mais c'est une industrie en fait, ça fait vivre des milliers de gens à travers le monde. Il y a des mecs spécialisés dans la recherche et développement, des mecs qui sont spécialisés dans la création c'est une vraie industrie, il y a des process. C'est toujours les mêmes, des gens dans le blanchiment, etc. Mais alors sur notre site, on en publie tout le temps parce qu'il y en a tout le temps qui naissent. Et c'est un peu une course à l'échalote parce que ces mecs-là, ils savent que leur site il va être grillé dans un mois ou deux, donc ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans la qualité, ils sont dans la quantité, ils s'en foutent. Et donc ils cherchent tout le temps de noms. Donc alors je pense qu'ils doivent galérer à trouver des nouveaux noms maintenant. Et puis on ne publie pas que des escroqueries, des articles sur des escroqueries. Non, bien sûr. Effectivement, c'est un bandeau. Sinon il y a beaucoup d'autres choses. C'est notre actu, quoi. Enfin, et puis c'est vous êtes Philippe spécialisé dans ces. Et quelque part, on est obligé de faire comme eux dans le sens où eux publient massivement et nous, du coup, on suit massivement. C'est-à-dire que c'est ça. Ces articles se ressemblent énormément. C'est quasiment toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes histoires. Comment on peut détecter une arnaque? Est-ce que c'est détectable? Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut passer une arnaque au trading? Oui. Alors, moi j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le trading, n'y allez pas. De toute façon, vous allez perdre 9 fois sur 10. Donc quelque part, il y a... moi, je ne sais pas, mais pour moi, c'est de l'arnaque légale. C'est-à-dire qu'une société qui est à Chypre et qui vous propose du trading, elle n'est pas, elle est pas illégale. Et pour ça qu'elle ne sera pas sur liste noire. Mais moi, j'ai enquêté sur les coulisses. En fait, ils appuient sur tous les leviers, ils vous poussent au crime, toujours plus, des bonus illégaux parfois. Voilà. Donc, ma première réponse, c'est quasiment toujours une arnaque. Après, si vous y êtes déjà, comment détecter une arnaque? C'est tout ce qui vous montre que
la personne avec qui vous êtes en lien est à la fois conseil et intermédiaire. C'est-à-dire qu'il devrait être neutre. Et dès qu'il vous dit « Ah, vous devriez, je vous conseille ça ». Ah oui, d'accord, ouais, effectivement, vous devriez couper cette position, voilà. aller sur l'autre, etc. Et c'est toujours subtil, c'est très subtil, parce que justement, il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Voilà, et c'est subtil, et c'est aussi parce que derrière, si jamais vous portez plainte, ce qui est aussi galère, parce qu'aller porter plainte à Chypre, bon courage, ce sera compliqué à prouver. Donc, en fait, ces gens-là l'ont inclus dans leur équation économique. Ils comptent sur le fait que 90% des gens, ils lâcheront l'affaire parce qu'ils comprennent pour récupérer 1 euro, il faudra en dépenser 2. Et donc, du coup, et s'il y en a un qui gueule, on lui propose un remboursement à 70%, etc. Et voilà. Ok, super. Et on retrouve quoi comme type d'escroquerie une fois qu'on s'est fait avoir comment est-ce qu'on peut se faire avoir du coup? C'est quoi l'escroquerie, c'est quoi? C'est juste on ouvre un compte, on met de l'argent et puis le mec il met la clé sous la porte et il se barre avec. Ouais, ça dépend. Alors, mais grosso modo c'est ça. Oui, il y a des boîtes qui ont arnaqué plein de gens et qui ont toujours pignon sur rue et qui existent toujours. Hein. Ouais, donc on les nommera pas, mais en France, vous voulez dire? Non, surtout à Chypre. Surtout à Chypre, c'est à Chypre. En France, l'AMF a fait quand même fait le ménage. Il y a eu quelques affaires. D'accord. Ok, mais donc. Je n'aimerais pas, mais il y a quelques affaires en cours, du coup. Il y a quelques affaires en cours. Et vous en êtes où des affaires, du coup? Alors nous, justement, parce que moi j'ai voulu à un moment vérifier que les gens qui vendent du rêve, c'est-à-dire les machines à fantasmes, les pourvoyeurs de fantasmes, qui vendent une méthode qui permet de gagner de l'argent, j'ai voulu voir si, d'une part, eux gagnaient de l'argent et si leurs élèves, sur le long terme, gagnaient de l'argent. Et j'ai enquêté là-dessus, notamment sur une personne très connu, qui est un chroniqueur sur une chaîne d'information. Sur une chaîne d'information en continu, qu'on voit quasiment quotidiennement. Et j'ai essayé de consulter les données qui étaient à disposition par lui, public, et j'ai pris contact avec plusieurs dizaines de ses anciens élèves, et je me suis aperçu qu'en fait, on retrouve les mêmes... À 90%, ils sont perdants. Ouais. Et parfois des montants... et ça s'arrête juste là, ou aussi une fois qu'ils voyaient que ses clients les plus fidèles ou les plus fortunés commençaient à perdre de l'argent, est-ce qu'ils voulaient prendre la main sur leur trading et non pas à force des choses rentrer dans cette notion de conseil qui est très floue? Voilà, alors parce que le prof de trading, il est dans une relation ambiguë, c'est-à-dire qu'il n'est pas courtier, même s'il peut être apporteur d'affaires pour des courtiers, et la question se pose, ça fait partie du modèle économique. Il n'est pas conseil, parce qu'il est enseignant, mais la frontière est floue, et d'ailleurs dans cette histoire-là, il propose un accompagnement, un forum privé, etc. Et il y a certains messages qui s'apparentent clairement à du conseil particulier. Enfin, moi, c'est... Ouais, après, c'est une affaire en cours, du coup, peut-être qu'on ne va pas trop s'étendre dessus. Vous avez été... Moi, j'ai juste publié ce que j'ai trouvé, et je laisse chacun se faire... Et il y a eu une réponse en échange, on vous a demandé, enfin, vous êtes aussi... est-ce que vous êtes impliqué, surtout, enfin, est-ce que vous êtes aussi appelé à témoigner à un moment où... Ah là oui, pour cette enquête, on est poursuivi en diffamation. Oui, voilà, c'est ça que je voulais... on l'avait appris par accident, et là, ça a été confirmé, ainsi que plusieurs personnes qui sont citées dans cet article. Ok. Dont une qui est anonyme, donc voilà. Donc on protège l'anonymat. Ok, écoutez, merci Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps, merci pour vos infos et merci pour ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Warning Trading. Merci Louis-Antoine. C'est moi qui vous remercie Philippe. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission. À tout de suite sur TV Finance.